Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un enfant, c'est un choix. Tout est à nous, rien n'est à eux. Nos corps, nos vies nous appartiennent. Avortement, contraception, on s'est battu pour les gagner. Si je veux, quand je veux. Et dans une version médiévale, un filio, si tel est mon veuil. Avortement et justice au Moyen-Âge, ces slogans reflètent le long combat, souvent mené par les femmes elles-mêmes pour le contrôle de leur corps, quand, dans le même temps, la justice et les institutions religieuses cherchent à contrôler ces corps. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, avortement et justice au Moyen-Âge. La majeure partie des crimes pour lesquels les femmes sont en prison, c'est souvent le crime passionnel ou des crimes familiaux, les deux grands crimes féminins qui sont l'infanticide et l'avortement. L'infanticide, c'est un crime terrible, puisque c'est la négation de la vie, évidemment. Tu ne tueras point. La sorcière, on dit toujours que c'est le féminin, mais au moins jusqu'à la fin du XVe siècle, on a pratiquement encore autant d'hommes que de femmes. Avortement et justice au Moyen-Âge, on pourrait ajouter infanticide. Bonjour Charlotte Pichot. Bonjour. Bonjour Julie Pilorget. Bonjour. Toutes les deux, vous avez réalisé des thèses d'histoire médiévale sur ces questions liées au genre, à la femme. Et avant toute chose, je voudrais qu'on clarifie de quoi nous parlons. Est-ce que le mot avortement, c'est un mot qu'on va retrouver au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est un mot qui est utilisé ? Oui, c'est un mot qui est utilisé. Alors ça vient du latin abortus, la naissance, ortus. Et donc on le retrouve notamment, alors moi je suis spécialiste de la fin du Moyen-Âge et on le retrouve en ancien français. On a les termes abortif, abortir. Et donc ça désigne tout type d'acte. Il y a différentes typologies. Ça peut être un avortement spontané, lié à une fausse couche naturelle. Ça peut être aussi un avortement provoqué par différentes pratiques orales, mécaniques. C'est ça, avec ici, et on va vraiment avoir le temps de développer ça, cette idée d'avortement, d'infanticide qui se mêlent l'une à l'autre, mais ne couvre pas la même réalité. Charlotte Pichot, le titre de votre thèse, c'est « Forfect de son corps », avec du vieux français ici, le corps féminin et le crime à la fin du Moyen-Âge, au centre-ouest, sud-ouest du Royaume de France, des XIVe au XVe siècle. Une thèse dirigée par Martin Aurel et Isabelle Mathieu. Et ben voilà, que nous saluons. Et puis vous, Julie Pilorget, votre thèse portait sur les femmes dans la ville, particulièrement à Amiens, dirigée par Elisabeth Crouzet-Pavant. Que nous saluons Exactement. également. C'est vrai que l'avortement, ça signifie qu'il s'agit d'un fœtus qui disparaît avant la naissance. C'est ça qui fait la différence avec l'infanticide ? Oui, dans les textes de loi à la fin du Moyen-Âge, la distinction elle est claire. L'avortement, c'est tuer l'enfant dans le ventre de la mère. L'infanticide, c'est le meurtre du petit enfant. Là, les textes de loi font très clairement la distinction. Dans la pratique judiciaire, il y a un flou, il y a une ambiguïté. C'est cette ambiguïté-là qu'il faut essayer de démêler. Julie Pilorget, est-ce que c'est une question qui apparaît très souvent dans les sources ? Parce que ce n'est pas tout d'essayer de définir un sujet. Après, il faut essayer de savoir si c'est un sujet fréquent. Non, pas tellement en réalité. J'aimerais rappeler quelques éléments de contexte. Donc on se situe ici à la fin du Moyen-Âge et essentiellement entre les XIIe et XVe siècles. Et il faut donc préciser un contexte multiple. Tout d'abord, on assiste à la naissance des universités et donc au renouveau du droit et de la culture juridique, mais aussi à la naissance de l'université de médecine. Et donc, on a un nouvel intérêt porté au corps de la femme qui va aussi mener à un nouvel intérêt pour l'enfant qui n'est plus seulement vu comme un petit adulte miniature que l'on laisse dans un coin en attendant qu'il soit en âge de penser, avec l'âge de raison, mais l'idée aristotélicienne d'une tabula rasa, d'une pâte molle que l'on peut former et à laquelle on doit s'intéresser au plus tôt. Donc on a vraiment une nouvelle considération pour l'enfant, pour le fœtus et l'enfant. Selon l'embryogenèse, l'âme est insufflée dans le fœtus dès la conception par Dieu. Et cela permet aussi est en lien avec le renouveau pastoral en cours à la fin du Moyen-Âge, qui insiste sur l'importance du baptême, qui est donc l'un des 7 sacrements et l'un des plus importants énoncés par la Trancate en 1215. Et c'est cette importance du baptême qui va aussi amener une relecture des conséquences de l'avortement, puis, dans un second temps, de l'infanticide, mais surtout pour l'avortement, puisque l'avortement, c'est la mort sans le baptême pour le fœtus, et donc c'est dans un premier temps, les enfers, puis on créera
les limbes pour soulager la conscience de ces pauvres femmes et pauvres hommes également face à non seulement à la disparition de leur enfant, mais qui seraient en plus voués à la damnation éternelle. Oui, avec ici ce discours médical qui s'intéresse, et vous le dites avec beaucoup de justesse, au XIIe siècle, ce sont les universités, c'est toute cette réflexion-là, à la définition même de ce qu'est un fœtus. Alors, le discours religieux, lui, est assez simple au sens où, vous l'avez dit, l'âme est insufflée dès qu'il y a la procréation, mais voilà. Oui. Mais ensuite, eh bien là, ça se décline. Est-ce que dans le discours religieux, on va voir comme ça une hiérarchie qui s'opère selon les différents moments du développement du fœtus? Oui, alors tout le monde n'est pas d'accord. Il faut aussi renvoyer à l'influence des théoriciens de l'Antiquité. Donc la médecine médiévale est essentiellement dominée par la pensée d'Hippocrate et de Galien, mais aussi les travaux d'Aristote. Alors, chez, par exemple, Barthélemy Langlais, qui est un pédagogue du XIIIe siècle, pour lui, la conception interviendrait, le fœtus serait vraiment formé dès les premiers jours, alors que pour Aristote, il faut attendre le 40e jour pour que le fœtus devienne un garçon, et le 90e jour pour que ça devienne une fille. Et d'ailleurs, c'est une bulle de Grégoire IX au XVIe siècle qui validera définitivement cette idée de 40 jours. Mais avant, en fait, Grégoire IX, avant le XVIe siècle, tu compléteras, Charlotte, mais ça reste un peu mouvant. Oui, c'est fluctuant. Il y a certains penseurs du début du Moyen-Âge qui sont vraiment pour une vision très sévère de l'avortement, quel que soit le moment où il est pratiqué. C'est Zerdal, par exemple, qui considère que c'est homicide à n'importe quel moment auquel il est pratiqué. Et puis, il y a Saint-Augustin qui reprend cette idée d'une limite donc du 40e jour, environ le 40e, 45e jour. Et puis, après, avec, donc, comme tu le disais justement, le renouveau du droit romain, le développement des universités, la mise en place donc du décret de Gratien, puis les décrétales. Ce qu'on retient à cette époque-là, au départ, il y a la décrétale Cieli Quis qui part du principe que l'avortement est homicide à n'importe quel moment. Et puis Innocent III, avec Sicut Ex, fait en sorte qu'il est homicide à partir du moment où l'enfant, on considère qu'il reçoit l'âme dans le ventre de sa mère. Donc aux environs des 40e jours. Est-ce que la justice, elle va reprendre ces dates ? Pas fort. En fait, c'est assez dur de savoir déjà quelle est la date. Moi, j'ai pas trouvé de traces. Si on revient juste, parce qu'on peut poser la question des sources, je pense que c'est bien effectivement de revenir sur quelles sources on dispose pour parler de l'avortement et de l'infanticide. Il faut distinguer dans un premier temps les traités médicaux. On aura probablement l'occasion d'y revenir, mais des traités médicaux qui sont écrits essentiellement par des hommes, avec l'exception de Trotula, dont l'identité est problématique, et d'Hildegard de Bingen. Mais donc, c'est essentiellement des traités médicaux. Après, donc, des traités judiciaires et des sources judiciaires avec les lettres de rémission que tu as beaucoup étudiées, Charlotte, mais aussi des livres de justice. Je pense notamment au livre rouge d'Abbeville, qui est un manuel, en fait, pour les juristes, une compilation des différentes sentences qui peuvent être accordées aux justiciables, mais aussi les comptes. Enfin, dans mon cas personnel, pour la ville d'Amiens, ce sont les comptes qui me renseignent aussi sur la justice, puisque c'est les amendes, mais aussi le salaire, par exemple, d'un justiciable ou d'un bourreau ou du bois nécessaire pour allumer un bûcher, par exemple. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ça reste toujours des sources assez lacunaires, en tout cas très... c'est des mentions un peu expéditives, et quand même, ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi les archives de la papauté qui sont évidemment très importantes, qui là seront peut-être un peu plus détaillées. Oui, parce que par définition logique, on imagine tout de suite les sources judiciaires, il y en a d'autres, et puis il y a quand même tous ces non-dits, parce que par définition, un avortement réussi est un avortement qui ne laisse pas de traces. Ce que vous étudiez l'une et l'autre, en fait, c'est le moment, et c'est bien souvent le cas d'ailleurs en histoire, où ça ne va pas. C'est bien cela, parce que sinon, ça ne laisse pas de traces. Oui, Didier Lett a beaucoup travaillé sur ça, et la question du temps de l'écrit. Et en fait, on n'a jamais accès à la parole des femmes, en tout cas jamais directement, et il faut évidemment aussi avoir en tête tous les biais qu'il y a entre le moment en fait de l'exercice, de l'avortement, le temps où effectivement il est constaté, le temps où il est consigné, où c'est jugé, et ce qui nous parvient à nous. Et puis avec ce qui nous parvient à nous, l'impérieux
nécessité ou l'impérieux regard de se dire que l'enfant tel qu'il est perçu à ce moment-là n'est pas l'enfant tel que nous le percevons. Et ça, c'est vraiment, je pense, important. Est-ce que, pour ces gens du Moyen-Âge, on le sent bien, il y a une différence entre l'enfant à naître, c'est-à-dire le fœtus, et l'enfant qui est né? Ça, c'est une chose où on peut l'admettre, ou alors qu'il y a une continuité qui peut être ici un peu présente? Mais comme tu le disais tout à l'heure, Julie, on considère que l'enfant, une fois qu'il est animé dans le ventre de sa mère, c'est une âme qui risque d'aller donc... Dès qu'il y a du mouvement. Oui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser c'est dans la Genèse, c'est les évangiles de Luc, où il y a une référence qui va beaucoup servir justement aux juristes. Il y a cette idée que Jean-Baptiste aurait tressailli dans le ventre d'Élisabeth lorsque celle-ci aurait rencontré Jésus. La Vierge enceinte, la Vierge enceinte. Du Christ. Et c'est un des arguments utilisés pour évoquer l'animation du fœtus. Il est possible, par exemple, de léguer quelque chose à un fœtus, à un enfant à naître. Oui, ça veut dire que donc l'enfant à naître, une fois qu'il est animé au sens où il a une âme et surtout où il bouge, ça y est, c'est déjà un enfant. C'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'un enfant. Eh bien, on peut dire qu'il y a toute une réflexion qui pense qu'effectivement, l'enfant ou l'enfance, et peut-être qu'il faut distinguer effectivement les deux termes, n'est pas une valeur, et que par là même, l'infanticide a pu être développé comme un moyen de régulation de la société, de la démographie, et par conséquent, les abandons d'enfants iraient aussi dans ce sens. Pour ma part, je reste réticente vis-à-vis de ce courant-là, et pour moi, si vous voulez, l'enfant a, au Moyen-Âge, tout au moins dans la partie que je connais la mieux, qui est celle de la fin du Moyen-Âge, des XIVe et XVe siècles, a une valeur sacrée qui fait que toucher le cheveu d'un enfant est considéré comme un crime, que provoquer un accident sur un enfant est considéré comme un crime. Donc l'abandon serait, si vous voulez, du coup, un signe d'impuissance d'une cellule conjugale à mener à bien ce qui est normal, c'est-à-dire le nourrissement de l'enfant, comme on dit à cette époque, n'est-ce pas, l'entretien et son arrivée à l'âge, non pas adulte, mais au moins aux zones de l'apprentissage des 11-12 ans. L'historienne Claude Gauvard qui s'exprimait sur France Culture, nous étions en 1993, sur qu'est-ce qu'un enfant. Ici, il y a énormément d'éléments d'analyse de l'enfant, mais ce qu'elle dit, et c'est très fort, c'est que le crime sur l'enfant est quelque chose de condamné. Donc l'enfant est considéré vraiment comme une personne, et même avant sa naissance, même avant le moment où il sort du ventre de la maman. Oui, c'est tout à fait ça. Claude Gauvard estime en effet que le crime contre l'enfant et le crime aussi contre la femme enceinte est un crime contre le sacré, entre guillemets. Et d'ailleurs, à ce titre, les textes laïques du droit à la fin du Moyen-Âge distinguent deux types d'avortement, chose à laquelle j'ai pas fait référence tout à l'heure, mais il y a d'un côté l'ancis. Donc l'ancis, c'est un terme qui vient du latin incido. On n'en est pas vraiment sûr, donc ça veut dire tailler, couper, inciser, et ça désigne donc l'agression d'une femme enceinte. Et cette agression, elle est extérieure, elle est provoquée par une personne extérieure et elle entraîne la mort de la femme, de l'enfant ou des deux. Et là, cet ancis, ce type d'avortement en particulier, est très détaillé dans les coutumiers à la fin du Moyen-Âge et il est classé avec les crimes dits de haute justice, à savoir le meurtre, le rapt, et il est donc susceptible d'entraîner la peine de mort. Donc oui, crime contre le sacré, et de la même sorte, les infanticides sont jugés aussi de la même manière, avec une peine de mort destinée aux femmes notamment, aux mères, auxquelles on impute essentiellement ce type de crime. Charlotte Pichot, vous venez d'évoquer les coutumiers. Alors, les coutumiers, c'est coutume qui varie selon les régions. Coutume de Normandie, coutume d'ici, de là. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas le même rapport sur l'ensemble du territoire qui forme aujourd'hui la France à ce que signifie l'avortement et l'infanticide. Parce que nous faisons bien attention à parler du temps qui passe. Et le Moyen-Âge, c'est un temps très long. Il faut aussi prendre en compte la géographie. La France de ce temps-là n'a pas de rapport avec la France d'aujourd'hui sur le territoire. On voit des différences ?
Oui, alors moi j'ai surtout étudié les coutumiers du centre, de l'ouest du royaume de France. L'avortement est très peu mentionné dans son sens, on va dire, général. C'est-à-dire l'interruption provoquée d'une grossesse voulue par la mère. Par contre, on a de nombreuses références aux ancis et on a de nombreuses références aux infanticides. Et ces crimes, dans ces coutumiers, sont genrés. Les ancis sont plus facilement imputés aux hommes, les infanticides plus facilement imputés aux mères. Et l'avortement, donc j'ai une seule mention, c'est dans les coutumes de l'Anjou et du Maine. Et donc imputé à la mère et associé à l'infanticide, pour cacher une naissance illégitime. L'ancis, E-N-C-I-S, voilà, oui, c'est le meurtre d'une femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte. C'est ce qu'on retrouve dans les archives. Il nous a été exposé l'affaire de Guillaume le Petit, laboureur, qui, accompagné de sa femme Jeanne le jour de la fête de Saint-Éloi, rencontrèrent sur le chemin Robert Roland. Ils s'en allèrent boire un verre chez Jean Petit à Saint-Quentin-sur-Indrois. C'est alors qu'ils y croisèrent Jean Roen. Après des paroles échangées, celui-ci sortit un couteau et attaqua Robert Roland. Jeanne, enceinte et sur le point d'avoir un enfant, s'interposa entre eux pour éviter qu'il ne se blesse. Jean Roen la prit violemment et la jeta cruellement à terre. Guillaume le Petit s'empara alors d'une bûche et frappa le dit Roen d'un seul coup à la tête. Il décéda 5 jours après. Raphaël Laloum qui nous lisait ce document, c'est une lettre de rémission qui se trouve aux Archives nationales mais qui vient du bailliage de Chartres. Ici, nous avons un document qui date de la fin du XIVe siècle. Charlotte Pichot, vous avez étudié ces lettres de rémission. D'ailleurs, ce serait bien que vous nous expliquiez ce que c'est. C'est quoi une lettre de rémission ? Alors, une lettre de rémission, c'est une lettre octroyée donc par le roi, rédigée donc au sein de la chancellerie royale. Elle fait suite à une supplique. Donc, une supplique, c'est un document dans lequel un suppliant, c'est celui qui va obtenir la lettre de rémission. Donc, dans cette supplique, le suppliant explique les faits pour lesquels il est poursuivi en justice. Donc il raconte sa version des faits. Alors il faut qu'il soit quand même à peu près, on va dire, proche de la réalité. Sinon, la lettre de rémission ne sera jamais validée par la justice locale qui le poursuit. Donc il raconte sa vision des faits avec des circonstances atténuantes qui correspondent aux circonstances, aux valeurs et aux normes de l'époque. Et le roi et son conseil peuvent décider donc de le gracier contre une certaine somme d'argent, bien sûr. Par rapport à l'anci, effectivement, ces lettres de rémission, il faut aussi évoquer, je pense, la question du viol. Dans le cas d'un viol, si la femme est enceinte, c'est une circonstance aggravante pour le violeur et ça, il y a une condamnation, automatique. Par contre, si une femme tombe enceinte à l'issue d'un viol, cela a tendance à la desservir et va plutôt, dans la pensée médiévale, induire son consentement. Puisque à l'époque, la théorie des humeurs de Galien domine dans la pensée médiévale et il y a l'idée que la femme ne peut concevoir sans le plaisir. Thomas Laqueur a travaillé notamment sur cette conception galénique des organes biologiques féminins et masculins qui sont vus en fait comme... l'utérus est vu comme un pénis inversé. Et donc, il y a l'idée qu'il faudrait qu'il y ait l'émission simultanée des semences mâles et femelles, les testicules femelles étant les ovaires, pour qu'il y ait procréation. Donc, pour qu'une femme tombe enceinte à l'issue d'un viol, c'est qu'il a dû éprouver du plaisir et donc il y a consenti. Malheureusement, c'est d'ailleurs encore une conception qui domine dans la société à l'heure actuelle et qui nous provient en fait du Moyen-Âge et même d'avant, de cette théorie des humeurs. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir aussi la condamnation de la femme. Didier Lett d'ailleurs cite dans un de ses ouvrages le cas d'un père condamné pour inceste. Il a engrossé sa fille qui est également condamnée pour avoir commis un infanticide. Julie Pilorget, ce qui signifie donc, et vous venez de nous le dire, qu'une femme enceinte qui est victime d'un viol, alors là c'est autre chose parce qu'elle n'a pas pu ressentir le plaisir. Voilà, en fait, oui, parce que c'est toute cette théorie des fluides qu'il faut comprendre aussi pour expliquer la conception du fœtus puis de l'avortement. Il y a l'idée que ce que sont les règles, ce qu'on en tout cas constate comme étant les règles, deviendrait nourriture pour le fœtus au moment de la grossesse, puis lait au moment de l'accouchement. Donc une femme effectivement qui est déjà enceinte ne peut pas
éprouver du plaisir, ne peut pas tomber enceinte une deuxième fois, et donc effectivement, dans ce cas-là, ne peut pas être vu comme coupable. Nous touchons ici à l'intime, et l'intime laisse souvent peu de traces, surtout quand cet intime est vécu par des femmes qui n'ont pas la parole, et par quelques documents parfois, et notamment ces lettres de rémission. Charlotte Pichou, il est possible de toucher au plus près au vécu des gens. Alors, avec toujours la question de savoir qui parle ici, parce que nous sommes sur des affaires, c'est très précis, c'est très pointu, et puis il y a celles et ceux qui veulent se défendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de lettres de rémission écrites par des femmes ? C'est-à-dire, est-ce que par ces lettres, on peut entendre la parole des femmes ? Alors, les lettres de rémission, elles sont toujours écrites par les notaires de la chancellerie. Donc, les discours qu'on a, ce sont des discours indirects, qui sont retranscrits avec le vocabulaire des notaires. Parfois, on peut distinguer à l'intérieur de ces lettres quelques assertions, quelques points de vue des femmes. Par exemple, moi, j'ai en tête le cas d'une mère qui découvre que sa petite fille de 9 ans a été violée. Et cette petite fille a mal, elle est pas bien, et elle pleure, elle s'en plaint à sa mère qui l'examine et qui constate, donc d'après les propos qui sont rapportés dans la lettre de rémission, constate « Ah, mais tu es déshonorée, ma fille ». Donc c'est ce qui est ressorti, en tout cas c'est ce qui ressort dans la lettre de rémission. On ne sait pas exactement quels sont les autres propos qu'elle a pu lui tenir, mais la mère est d'abord affligée de constater que sa fille risque d'avoir des problèmes pour trouver un mari potentiel par la suite. Et elle va faire en sorte avec son mari de trouver donc un mari pour sa fille, et ça va être le violeur. Donc on a ce type d'opinions qui ressortent alors à travers justement la plume des hommes, mais on a aussi des opinions qui sont plutôt aussi solidaires, je dirais, entre guillemets. Par exemple, une mère qui va essayer d'aider sa fille qui est tombée enceinte de manière illégitime. Donc c'est difficile de trouver la parole des femmes dans les lettres de rémission. On n'a que 4% de femmes qui ont une lettre de rémission sous le règne de Charles VI, d'après les travaux de Claude Govard. C'est très peu, hein. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Julie Pilorget, vous, dans les sources que vous avez étudiées, et on l'a bien compris, en étudiant la comptabilité, on arrive à avoir des éléments, mais ça laisse très peu de place à la parole féminine. Ah oui, les rares fois où on va voir la parole féminine, c'est peut-être dans le cas des injures qui peuvent être rapportées, mais encore une fois, c'est très lacunaire. Là, je renvoie notamment aux travaux de Chloé Tardivelle. Par contre, ça me donne l'occasion d'évoquer une parole de femme qui transparaît dans les sources et dans les archives notamment communales, cette fois dans les ordonnances, c'est la parole des sages-femmes. Puisque au moment de leur entrée en service, elles prononcent un serment, et donc ce serment est retranscrit dans les sources. Elles prêtent serment de faire correctement le travail et de bien recevoir l'enfant. Il est dit qu'elles détiennent la science d'aider les femmes en travail, science qu'elles détiennent de main en main de femmes. Et sage-femme, c'est bien la femme qui a la science, la sapienza, la sagesse des femmes. Et ici, on va croiser le discours de ces quelques femmes particulières qui ont laissé des écrits. Vous l'avez cité, il y a Hildegarde de Bingen. Et puis, alors, une autre figure qui est plus complexe, c'est celle de Trotula de Salerne. Qui est-elle ? Alors, Trotula ou Trotta, Trotté, même, on lui accorde plusieurs noms. Alors, c'est donc un ouvrage, plusieurs ouvrages qui sont présentés comme étant le fait donc d'une femme qui serait donc médecin à Salerne. Alors, il faut savoir que l'université de Salerne, au XIIe siècle, autorise la pratique de la médecine par les femmes, puisqu'elle ne dépend pas de la juridiction de l'Église chrétienne. Bon, ces traités qui traitent en fait des maladies de femmes, on a des curis mulierum, le liber des symptomatibus mulierum, sont probablement en fait le fait d'hommes. Et il s'agit probablement en fait de la compilation de plusieurs écrits rédigés par des hommes. Alors, on a placé derrière ces écrits la figure mythique d'une femme qui atteste de la pratique de la médecine par ces femmes à Salerne, mais il est peu vraisemblable que ce texte ait vraiment été écrit par une femme. Le fait est, par contre, cela nous indique que les affaires de femmes, c'est-à-dire les problèmes et les maux des femmes sont traités par les femmes. Et avant le développement de la dissection, qui est notamment permise par la Grande Peste, et finalement avant le XVIe siècle, les sages-femmes et les femmes ont le monopole sur les maladies de femmes.
Avec ici une histoire genrée, mais parce que c'est l'essence même de ce que nous évoquons, c'est le rapport de ces femmes à leur corps au moment où elles tombent enceintes, qu'il faut replacer, Charlotte Pichot, dans un contexte où le statut de la femme est très particulier. C'est-à-dire que on a un univers où, entre elles, les femmes s'entraident. Ça non plus, ça ne laisse pas de traces. Donc on le minimise énormément. Mais il faut imaginer que dans les campagnes et dans les villes, il y a une solidarité féminine, ne serait-ce que pour la transmission d'informations, savoir comment on fait quand on tombe enceinte. C'est très compliqué tout cela. Oui, c'est vrai que dans les lettres de rémission, on prend bien conscience de cela. Les plus âgées, les femmes les plus âgées vont aider les plus jeunes, leur faire des remarques. Et là, je crois que tu attends un enfant. Les autres espèrent que non, essayent de faire passer ça pour une maladie. Mais après, il y a aussi donc au-delà de la solidarité, il peut y avoir aussi une certaine dénonciation entre femmes. Elles se font pas non plus de cadeaux. On a des cas de femmes, donc une femme qui donne naissance à un enfant illégitime. On ne sait pas vraiment comment ça se déroule. Est-ce que c'est un enfant mort-né? Est-ce que c'est une fausse couche donc spontanée? Est-ce que c'est un avortement, un encis ou un infanticide? Quoi qu'il en soit, ce sont les femmes du village qui la dénoncent, a priori, puisqu'elles viennent la voir en lui disant il me semble que tu as eu un enfant. Donc la personne nie, mais elle est rapidement arrêtée par la justice seigneuriale locale. Oui, parce qu'il y a des yeux partout, évidemment, qui observent les corps. Et puis le bien le plus précieux de la femme au Moyen-Âge, c'est sa réputation, la fama. Et donc c'est aussi, pour ces femmes probablement qui dénoncent cette autre femme, c'est aussi un moyen de se préserver peut-être de toute suspicion, d'être au courant et de ne pas l'avoir dit, de collaboration, le terme n'est pas le bon. On sait aussi que toute la question sur les savoirs concernant les potions abortives se passe de main en main de femmes. Ça, pour le coup, je l'ai vu parfois dans notamment les registres de comptes d'amendes qui sont attribuées à des femmes qui sont prises en train de cueillir du verjus. Alors le verjus, c'est en fait ce raisin très très jeune, enfin très vert, voilà, très c'est acide, très vert, qui est auquel on accorde des propriétés abortives au Moyen Âge. Et clairement, on voit que les femmes qui sont accusées donc de l'avoir cueilli le cueillent pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je crois me souvenir que c'est même une mère qui le cueillerait pour sa fille. Ah oui, parce que ici, on a évidemment l'idée que le conseil qui peut aider à mettre fin à une grossesse ne peut venir que d'une femme. On n'en trouve pas ailleurs. Est-ce que y a des écrits qui vont dire ici de quelle manière on peut... Mais il y a des écrits d'hommes qui évoquent les poissons, les potions abortives. On a notamment les écrits d'un Italien, de Bernard de Gordon, qui est donc docteur à l'université de médecine de Montpellier, qui en 1280 évoque plusieurs plantes abortives, l'élébore noir, la myrrhe, la férule gommeuse, le fiel de taureau, la sabine, le thym. Bon, voilà. Mais ces savoirs sont repris dans des traités masculins, mais probablement glanés auprès de femmes. Oui, ces femmes qui maîtrisent ces savoirs. Il y a aussi quelques hommes qui vont aider les femmes, notamment, alors, on a un cas qui est cité par Myriam Gravesheimer pour la fin du Moyen-Âge à Bruges, d'un médecin qui donc donne des potions à ses patientes et qui, si ça ne fonctionne pas, intervient manuellement, va oppresser leur ventre. Et on a aussi des hommes qui donnent parfois des potions ou qui interviennent manuellement, mécaniquement. On a un tailleur qui va cureter donc l'utérus de sa maîtresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rare, semble-t-il, avant l'époque moderne, c'est notamment ce que disait Laura Tatwex, auquel je pense qu'il est aussi qu'il est important de mentionner parce qu'elle a donc réalisé une thèse sur l'avortement, mais à l'époque moderne, et elle dit quand même que voilà, c'est l'incision et l'intervention, on va dire presque chirurgicale, se répand surtout à partir du 16e, 17e. Il est évident, effectivement, qu'il y a pu y avoir des choses avant, mais ça échappe largement à nos sources. Et avec, sur le temps long, le recours aux plantes et à cette médecine qui fascine énormément. Et à l'exercice physique. On leur dit de courir, de sauter, voire de se frapper avec des pierres. Enfin, c'est assez... Ah oui, non, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose et que l'on retrouve encore au XXe siècle. On l'entend, il n'est qu'à lire Jean de Florette et on voit bien qu'il y a ces éléments-là qui sont encore notés. Cette histoire très longue avec la parole laissée à une grande historienne, Michel Perrault. La majeure partie des crimes pour lesquels les femmes sont en prison
c'est souvent le crime passionnel ou des crimes familiaux, c'est-à-dire les deux grands crimes féminins qui sont l'infanticide et l'avortement. L'infanticide au XIXe siècle, infiniment plus important que l'avortement. L'infanticide, c'est l'enfant, mais c'est aussi le sexe. C'est la femme qui a fauté. Donc elle se trouve une domestique de ferme, c'est souvent des domestiques. Alors il y avait des domestiques à la campagne, c'était la pire des conditions, domestiques à la campagne. Dans certaines régions, la fille de ferme était considérée absolument comme l'objet sexuel. Hein. Elle passait du maître au fils, bon alors... Elle se trouve enceinte, et puis voilà, puis elle sait pas quoi faire. L'avortement, elle sait pas. Hein. Conclusion, elle cache sa grossesse, et puis un jour, elle accouche. Et à ce moment-là, si elle a une mère compatissante, qui l'aide, elle s'appuie sur sa mère, sinon, toute seule, elle essaie de se débarrasser, de se délivrer, comme on dit, et puis elle étouffe l'enfant, elle le jette. Alors, si la communauté villageoise la protège en sachant plus ou moins et en la plaignant, il ne se passera rien. Mais si la communauté villageoise lui est hostile pour une raison quelconque, alors on la dénonce. Et à ce moment-là, on demande une enquête de gendarmerie et ces pauvres filles se trouvent arrêtées et en prison. La criminalité féminine était d'une manière ou d'une autre liée au ventre des femmes. Michel Perrault qui expliquait ce qu'est la criminalité féminine sur France Culture en 1992 avec ses destins. Elle le dit avec vraiment beaucoup de justesse. C'est du vécu aussi. C'est être fille de ferme, tomber enceinte du fils du patron et ça, vivre 9 mois. C'est très présent dans les coutumiers, notamment de Philippe de Beaumanoir, qui est un des premiers coutumiers donc du nord de la France, donc aux environs des 12e, 13e siècles. Toute femme ne peut pas être violée. C'est-à-dire pour être violée, il faut déjà de bonne réputation. Il faut être vierge ou être femme mariée. Il faut avoir crié. Pour qu'il y ait viol, il faut que les vêtements soient déchirés, il faut qu'il y ait des traces de coups. Donc si la femme n'a pas crié ou ne s'est pas débattue par peur d'exciter la violence de son agresseur, il n'y a pas eu viol. C'est un peu la même chose. Et donc pour la question de l'avortement, c'est-à-dire que tout cela est lié aux conditions de la femme, à sa renommée. Et je renvoie ici notamment au cas de Marguerite de Carouge, qui a été portée à l'écran par Ridley Scott il y a en 2021, je crois, The Last Duel, qui montre qu'il y a ce procès et ce duel pour viol parce qu'il y a un antagonisme entre eux, le mari et le présumé violeur de la victime. Avec toute la question aussi de l'avortement, c'est-à-dire mettre fin à une grossesse, et puis jusqu'au bout, et c'est ce qu'évoquait aussi Michel Perrault, c'est l'infanticide, c'est-à-dire tuer l'enfant au moment de sa naissance ou quelque temps après. Oui. Alors comment ça s'écrit ici du point de vue de la justice? Quel regard est porté sur l'infanticide? Est-ce que c'est déjà un crime qui est considéré comme un crime qui concerne un adulte? Est-ce qu'il n'y a pas un écart qui est fait parce que ça reste un enfant, donc c'est pas exactement comme tuer un adulte? C'est un crime qui est, c'est une circonstance aggravante. Oui. C'est une circonstance aggravante et c'est le bûcher qui est donc le destin du coupable en principe. Alors après, oui, c'est vraiment, autant, souvent l'infanticide peut être consécutif à un avortement raté, mais la plupart du temps, il intervient soit pour des raisons de grande pauvreté, de dénuement, et il intervient beaucoup, immédiatement après la naissance, la plupart du temps. On a d'autres cas où l'infanticide peut intervenir lorsque l'enfant est âgé de quelques mois ou quelques années, mais tu me tromperas peut-être, mais généralement c'est à la naissance. Charlotte Pichot. Alors, donc, dans mes recherches, j'ai vraiment distingué donc, les infanticides et les avortements qui sont pratiqués sur des enfants soit légitimes, soit illégitimes, à comprendre donc, dans le contexte de la réforme grégorienne, du Concile de la 34, avec un droit matrimonial qui fait que la pratique sexuelle, elle est uniquement possible dans le cadre du mariage. Et en dehors donc, de ce cadre, tous les enfants conçus sont illégitimes. Et donc, oui, on a des infanticides sur des enfants légitimes. Très souvent, je ne vais pas forcément les classer parmi les infanticides, ça va être des homicides accidentels qui sont fréquents. Un enfant qui traverse la rue, qui est écrasé par une charrette, voilà. Et puis, il y a aussi donc les infanticides pratiqués sur les enfants illégitimes, et là, ça intervient relativement tôt, à la naissance, ou très rapidement, quand la mère se rend compte qu'elle n'arrive pas à cacher l'enfant et que le père ne vient pas l'aider financièrement. Avec ici un élément qu'on retrouve dans les lettres de rémission.
Nous avons reçu l'humble supplication des parents et amis de Catherine Pénisset, âgée de 15 ans, présentement détenue à la prison d'Issoudun. Il y a 1 an et demi, le nommé Berthomer, valet de Nicolas d'Adam, voulait faire de Catherine sa compagne charnelle, laquelle refusa à plusieurs reprises et de nombreuses fois. Mais sous couleur d'amour, promesse et don fait par Berthomer, Catherine céda au plaisir charnel plusieurs fois en sa compagnie, et ce tellement qu'elle finit par être grosse et enceinte d'un enfant. 1 an plus tard, à la fête de la purification de Notre-Dame, elle accoucha seule d'une fille, cachée derrière la grange de son père au village de la Berauderie. Catherine, étant jeune et sans aide, perdue et ne sachant que faire, fut tentée par l'ennemi, et par crainte de ses parents, elle jeta l'enfant dans une fosse pleine d'eau, laquelle se noya. Une lettre de rémission lue par Thomas Beau. Nous sommes cette fois-ci à la fin du XVe siècle, en 1472, dans le bailliage de Berry. Dans ce qui est dit ici, Julie Pilorget, déjà, il y a une histoire entière qui est racontée et c'est toujours cette émotion face à l'archive, mais de voir ce destin, cette jeune femme à qui on a promis plein de choses, elle est tombée amoureuse, on peut l'imaginer, et sauf que elle est tombée enceinte et l'amour n'était pas là en fait, et elle est... Oui, on a beaucoup de cas de servantes, on le disait tout à l'heure, Michel Perrault le rappelait dans cet extrait, dans l'extrait précédent, donc de femmes à qui on a probablement promis des choses, et avec souvent cet enfant jeté dans un puits. C'est quelque chose qui revient beaucoup, souvent les enfants sont jetés dans les puits. Mais je voudrais citer une autre lettre de rémission de 1454, qui est très intéressante parce qu'elle laisse apercevoir un état dépressif d'une femme. Or, le baby blues, ce n'est pas une invention de la modernité, ça existait, mais c'est vraiment quelque chose qui échappe largement à nos sources. Et là, il y a le cas donc de la femme de Jean Lambert, orfèvre parisien, qui réside sur le pont de Notre-Dame et qui accouche son 3e enfant qu'elle ne parvient pas à allaiter, au contraire donc de ses 2 aînés. Alors le bébé est placé en nourrice par le père, mais son état de santé semble fragile. La mère tente plusieurs fois de se suicider. L'enfant est alors mené par le père en pèlerinage à Saint-Germain-des-Prés, mais il ne parvient pas à empêcher le drame et finalement la mère noie l'enfant en le jetant dans un puits. Et donc là, je trouve que cette archive est très intéressante. Elle montre la détresse d'une mère qui n'est pas capable d'assumer son 3e enfant. Et un autre cas d'infanticide qu'il faut évoquer, c'est la question des religieuses. Parce qu'on a parlé des servantes, de la pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de religieuses qui commettent un infanticide pour cacher une liaison illégitime. Et d'ailleurs, on a un cas très intéressant d'une moniale de Saint-Vincent dans le diocèse de Milan, qui en 1452 adresse une supplique au pape où elle dénonce l'infanticide commis sur son enfant qu'elle avait conçu avec un laïc, mais elle précise qu'elle a baptisé l'enfant après l'avoir mis au monde et avant donc de commettre l'irréparable, et pour cela, elle parvient à obtenir l'absolution pontificale. Donc on voit vraiment l'importance du baptême comme un tournant dans la condamnation en fait ou pas de la pratique. Charlotte Pichot, dans ces lettres que nous évoquons, les différents cas, on voit bien que ce sont des cas individuels, donc ça prend des voies un peu différentes. L'idée du baptême, c'est important, mais il y a la notion de circonstance atténuante dans cette lettre de rémission, celle que l'on a entendue par exemple de 1472, c'est vraiment ça. Cette jeune femme, on lui avait promis des choses magnifiques, elle n'avait 15 ans, elle y a cru. Alors, premier péché, c'est de coucher alors qu'il n'était pas marié, et puis le péché, mais alors là, qui menace sa propre vie, qui peut la conduire au bûcher, c'est d'avoir tué un enfant. Est-ce que d'ailleurs ça fonctionne ? Est-ce que ces cas sont entendus ? Ou est-ce que vous, d'ailleurs, en tant que chercheuse, vous arrivez à savoir le résultat ? De la lettre de rémission, si les circonstances atténuantes mises en avant ont marché, ont fonctionné. Malheureusement, non, très souvent, non. On a un cas qui a été étudié par Isabelle Mathieu, donc dans l'Anjou, où on a c'est la même chose, une jeune femme qui, elle n'est pas si jeune que ça pour l'époque, elle a une 30aine d'années, mais pour l'époque, oui, c'est pas une jeune femme comme on pourrait la qualifier, mais donc elle a tué son enfant à la naissance dans les mêmes circonstances, une femme assez pauvre, et on sait donc qu'elle est entendue en justice. Elle avoue qu'elle n'a pas pris le temps là de baptiser son enfant, et donc là c'est une circonstance aggravante dans l'enquête criminelle, et on sait que la procédure est arrêtée parce qu'elle obtient une lettre de rémission. Donc
a priori, elle n'est pas condamnée. On n'a pas d'autres archives sur la suite des affaires. Par contre, moi, sur les affaires purement les lettres de rémission, je ne peux pas savoir quel en est donc l'aboutissement, puisque il faudrait avoir des archives locales qui soient encore donc conservées pour savoir si ça a été validé par la justice locale. Avec ces destins de vie que nous croisons avec vous aujourd'hui, Charlotte Pichot, Julie Pilorget, pour réfléchir à cette question délicate de l'avortement, de l'infanticide et de la justice au Moyen-Âge. France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, avortement, infanticide, justice au Moyen-Âge. Charlotte Pichot, Julie Pilorget, c'est quoi la sanction pour une femme qui est condamnée pour avoir avorté? Qu'est-ce qu'elle risque? Alors dans les textes de loi, on distingue bien, je le rappelle, les ANSIS des avortements. Les ANSIS, c'est quelqu'un d'extérieur qui s'attaque au corps d'une femme enceinte. Donc très souvent, on va considérer que ce sont des hommes, mais on a des femmes. Et là, en l'occurrence, si ce sont des hommes, on leur attribue la peine de mort par pendaison. Les femmes, ce sera le bûcher. Et puis les femmes donc avorteuses et infanticides, ça va être essentiellement le bûcher ou l'enfouissement vivante. Après, dans la pratique, la peine de mort est octroyée avec parcimonie. Parce que ce sont des cas difficiles à juger. Oui, puis on est plutôt dans l'exercice de ce qu'on appelle une judicial chivalry, donc une justice chevaleresque à l'encontre des femmes, avec plutôt, pour les petits crimes, les larcins, une forme d'indulgence, parce que, comme le dit le livre de justice et de Play, elles sont faibles de sens. Par contre, à partir du moment où on passe cette barrière du crime, du meurtre, qui est vraiment perçu comme le crime contre nature, au sens propre du terme, puisque la nature de la femme est de donner la vie, de reproduire, alors là, on assiste presque il n'y a presque plus de limite parfois, et donc effectivement il y a cet enfouissement où le bûcher, sachant quand même les premiers bûchers ne s'allument pas avant le XVe siècle, c'est assez tardif, et là encore sur l'image de la sorcière, le Moyen-Âge n'est pas le siècle des sorcières, c'est plutôt l'époque moderne. Plutôt le XVe siècle n'est pas le siècle des sorcières. Et donc, on va effectivement très rarement les pendre, parce qu'il faut rappeler que suite à une pendaison, le corps est exposé au gibet, jusqu'à décomposition, et que la décence ne permet pas qu'on expose le corps d'une femme qui va se dénuder et se décomposer. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui explique cette différence de châtiment. Le bûcher, être enfouie vivante, c'est absolument monstrueux, avec quand même cette idée que entre l'énonciation de la peine et puis la réalité de l'application, il y a un écart, mais il faut rappeler quand même que nous sommes sur des périodes où il n'y a pas les prisons telles qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que si une femme obtient par une lettre de rémission, par exemple, que l'exécution ne soit pas réalisée, qu'est-ce qui se passe en fait pour elle? Elle reprend sa vie? Ah non, elle est bannie. C'est-à-dire que si jamais, au mieux, entre guillemets, elle est bannie. C'est-à-dire qu'elle doit quitter la ville. Et d'ailleurs, on est toujours banni sur quelque chose. On est banni sur le pic et l'appel. Donc le pic et l'appel, c'est une femme, notamment beaucoup les prostituées, vont être bannies sous la menace de l'enfouissement. Comme préciser que quand l'enfouissement est une manière assez commune, en tout cas parmi les peines capitales pour les femmes, et on les enfouit à la verticale. C'est-à-dire on creuse un trou à la verticale et on les enfouit au pied du gibet qui se trouve hors de la ville. Je trouve que symboliquement ça dit beaucoup de choses. Il y a un retour quelque part à la terre nourricière. On n'expose pas le corps à la vue du public. Et donc soit elles sont enfouies sur le pic et l'appel, sur le hard, et sur le hard c'est sur le bûcher. Ah oui, avec ici quand même ce panorama que vous nous dressez, mais qui, par la justice, veut obtenir un but, c'est faire peur et éviter que tout cela se produise. On assiste à un renforcement de l'ordre moral à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a une criminalisation de plus en plus importante des différents crimes, notamment crimes infanticides, avortements, mais aussi on observe ça à l'encontre des prostituées, et tout ça va aboutir aussi à une déconsidération de la place des sages-femmes et à l'image de la sorcière. L'image de la sorcière qui nous conduit jusqu'en forêt. Quel signe magique dessines-tu? Quel démon es-tu en train d'invoquer? Je resterai jusqu'à ce que je sache ce qui se passe réellement dans ce village. Et pourquoi vous vous livrez à des pratiques qui frôlent l'infanticide? Oh, arrêtez cela. Et laissez-moi faire mon travail.
J'ai si peu de jours pour cueillir les fleurs avant qu'elles ne flétrissent. C'est en me retenant ici qu'il y a risque d'infanticide. Tu pourras recommencer à préparer tes potions et tes baumes si tu renonces à ce rite criminel dans le bois. Il n'est pas criminel. J'aide ceux qui sont malades. J'accomplis la volonté de Dieu. Cet acte est une abomination au regard de Dieu. Et même si tu soignes les enfants avec tes remèdes, ce rite ne peut leur faire que du mal. J'ai des moyens de protéger les enfants du feu et du loup. Il y a tant de choses que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Pour l'amour du ciel, Elda, tu parles comme une sorcière. Moi, je saurais faire comprendre à ces femmes qu'elles ouvrent leur âme aux démons. Et si je découvre que tu les incites à des pratiques hérétiques en les entraînant dans le bois, je serais obligé de te remettre aux autorités séculières en recommandant que tu sois exécuté. Il y a beaucoup de haine en vous, Étienne de Bourbon. Le moine et la sorcière, le film de Suzanne Schiffman en 1987, et avec, on a reconnu les voix peut-être de Tchéky Cario qui joue Étienne de Bourbon et Christine Boisson qui joue Elda. Alors Elda, la sorcière, la sage-femme. Une guérisseuse. Oui. Oui, c'est vraiment un film méconnu, mais un très beau film. Tchéky Cario est magnifique dedans. Alors ça s'inspire, ce film s'inspire effectivement de la figure d'Étienne de Bourbon, l'inquisiteur, et donc c'est cet inquisiteur. Alors l'inquisition, là encore, on est dans le contexte de la 34, d'Innocent III, qu'on a déjà évoqué en début d'émission, donc au XIIIe siècle, et donc un encadrement resserré des croyances populaires et des chrétiens au sein donc de la paroisse, et on cherche à vraiment éliminer toute croyance païenne, et on va progressivement, alors j'ai envie de dire au XIIIe siècle c'est encore léger, mais c'est surtout à partir du XIVe et XVe siècle que vraiment on va avoir une méfiance grandissante à l'encontre de ces femmes, de ces guérisseuses, et notamment des sages-femmes, l'acmé de ce moment étant la parution du Malleus Maleficarum en 1487, donc d'Instisoris et de Sprenger, qui vraiment va faire le lien entre la figure de la sage-femme et celle de la sorcière. La sage-femme a beaucoup de pouvoir finalement au Moyen-Âge, dans un contexte donc de l'après-peste noire, même si les vagues de peste ne s'arrêtent pas en 1348. Il y a à avoir une prise de conscience donc de la valeur, l'importance donc d'encadrer les femmes en travail. Donc les sages-femmes vont être assermentées, comme je disais, vont prêter serment devant la ville, de bien faire leur travail. Elles vont bénéficier pour certaines d'un certain nombre de privilèges. J'aime toujours à rappeler le cas de Jeanne Laborde qui en 1425, donc mère aleresse, donc mère nourricière, soit sage-femme d'Amiens, qui obtient que son mari soit dispensé du guet, donc de la surveillance de la ville, en pleine garde de 100 ans, pour garder les enfants la nuit. Puisque elle, quand elle va travailler, il faut que quelqu'un garde les enfants. Donc elles ont de nombreux privilèges, mais notamment celui de décerner le baptême, puisqu'elles sont notamment amenées à recueillir les nourrissons abandonnés devant le tronc, devant l'église, et donc elles peuvent donner le baptême, et c'est un sacrement qui n'est réservé qu'aux clercs, va être vraiment perçu comme une menace par l'Église. Si on ajoute à cela leur manipulation de certaines herbes, de certaines potions, elles vont constituer donc un danger, et à mesure que progresse la médecine, les hommes vont s'emparer de cette sphère proprement féminine, et les sages-femmes vont être davantage reléguées à la sphère de la justice, et donc elles vont intervenir notamment, alors on a le cas de Jeanne d'Arc, elles vont intervenir pour attester de la virginité d'une criminelle, par exemple. Elles vont aussi intervenir lorsqu'une femme justifie d'une grossesse en prison, ou lors de son jugement, pour échapper à une lourde peine. Elles interviennent aussi parfois pour témoigner, à une époque où il n'y a pas d'état civil, de registres paroissiaux. Elles sont là aussi parfois pour témoigner de la légitimité d'un enfant, qui ne soit pas né hors mariage. Avec cette très longue histoire évidente de l'avortement et de l'infanticide, mais l'infanticide c'est un cas particulier au sens où c'est tuer un être qui est en vie, qui est sorti du corps de la mère. Mais pour l'avortement, il y a cette histoire complexe qui fait que beaucoup d'invisibilité, un avortement réussi ne laisse pas de trace, donc aucune condamnation. Mais est-ce qu'on n'assiste pas, dans la période que vous étudiez l'une et l'autre, ces 14e, 15e siècle, à
un regard particulier sur le corps des femmes, qui devient de plus en plus un souci et qui est de plus en plus criminalisé. Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Et à travers cette étude que vous menez l'une et l'autre, de voir ce moment où après, ça va aller de pire en pire. Hein. Oui, il y a un contrôle de plus en plus important du corps des femmes qui se voit notamment par la criminalisation de la prostitution, par justement tout ce renforcement de l'ordre moral en général. La femme est vraiment vue comme la tentatrice. C'est toute l'ambiguïté de la position de la femme. J'en renvoie toujours aux travaux, pas aux travaux, mais aux écrits de Saint Paul, qui donc rappellent que au paradis, il n'y a ni homme ni femme, que tout le monde est égaux, mais sur terre, la femme doit soumission à son mari. Et donc il y a cette double position qui renvoie aussi à à la Genèse. Il y a deux récits de la Genèse. Un premier qui remonte au Xe siècle avant notre ère, qui pose donc, c'est le discours le plus connu, avec la création, donc d'abord d'Adam à l'image de Dieu, donc issu de la poussière, puis de Ève issue de la côte d'Adam. Donc dans ce cas, la femme n'est que la copie de la copie, c'est comme lorsque vous faites une photocopie d'une photocopie, la qualité est moins bonne, alors que quelques siècles plus tard, vers le IVe siècle avant notre ère, une deuxième lecture donc de la Genèse va évoquer une création simultanée d'un Adam androgyne, et donc finalement cette seconde traduction va être délaissée par la suite, et on va revenir à cette première traduction qui justifie la soumission de la femme à l'homme, et notamment de son corps qui est à disposition de l'homme. Charlotte Pichot. Oui, en effet. Alors pour les sources que j'ai étudiées à la fin du Moyen-Âge, en effet, avec le développement donc des officialités, donc des tribunaux ecclésiastiques, une juridiction qui se renforce sur les crimes, on va dire sexuels entre guillemets, eh bien c'est la femme qu'on va pointer du doigt plus facilement, notamment l'adultère féminin. Dans les lettres de rémission, c'est très visible. Les responsables de l'adultère, ce sont les femmes. On a des hommes adultères, ils ne sont pas du tout inquiétés. Et au-delà de ces cas criminels, on a aussi dans leur comportement au quotidien une certaine attente vis-à-vis donc de ce que les femmes font de leur corps, au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs gestes au quotidien, de leurs sorties. Les femmes ne peuvent pas, par exemple dans les circonstances atténuantes, dans les lettres de rémission, invoquer l'excès de boisson. C'est pas possible. La jalousie, un excès de colère, chose que les hommes font sans problème. Et elles ne peuvent pas non plus se permettre de sortir avec un décolleté trop ouvert, à des heures indues, sans la présence d'un parent masculin. Ça ferait d'elles des femmes automatiquement diffamées, donc susceptibles d'être violées par des jeunes hommes qui, eux, ont le droit tout à fait avant le mariage d'aller aller bas, comme ils le disent. Exactement. Dans les lettres de rémission. Donc ça, c'est très très intéressant. Et donc il y a vraiment ce contrôle du corps des femmes. Oui. C'est un enjeu pour la parenté masculine. C'est très important. Légitimer effectivement la lignée. Ça, on le retrouve dans les nombreux traités pédagogiques qui se multiplient à la fin du Moyen-Âge. Moi, j'ai déjà, c'était Barthélemy Langlais qui a écrit donc de nombreux un traité, mais on pense aussi au ménager de Paris, qui est donc un homme assez âgé qui prend pour épouse donc une jeune fille qui n'a pas 20 ans, et donc il va lui donner des conseils pour être une bonne épouse. Il y a toute une allégorie autour du jardin et de la jeune femme qui doit cultiver son jardin. C'est aussi l'enfermement de la femme, et on peut aussi penser au chevalier de la Tourlandrie qui écrit un traité à destination de ses filles. Et de manière générale, c'est sur ça que j'ai aussi travaillé, c'est que on va vers un renfermement, même si j'aime pas le terme, je préfère parler de désinstitutionnalisation, mais un contrôle de plus en plus strict des femmes à la fin du Moyen-Âge. Avec l'idée que c'est même le corps de ces femmes qui peut pousser au crime. On voit bien cette histoire très complexe, et merci à toutes les deux, Charlotte Pichot, Julie Pilorget, de nous avoir emmenés dans cet univers complexe à travers les sources, et surtout pour une analyse qui ne peut être que fine, cette histoire de l'avortement et de l'infanticide au Moyen-Âge. Merci vivement à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. La pratique sexuelle, elle est uniquement possible dans le cadre du mariage. Et en dehors donc de ce cadre, eh bien, tous les enfants conçus sont illégitimes. Et puis le bien le plus précieux de la femme au Moyen-Âge, c'est sa réputation. La fama. La criminalité féminine était d'une manière ou d'une autre liée au ventre des femmes.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Gilliane Tilly, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.